Bonjour à tous et bienvenue dans ma cave. Quand je suis à Genève et que je n'ai pas de sous, je loge dans ma cave. C'est pas grave, c'est très bien installé, j'ai un lit très confortable et en tout cas pour cette année, ça fera l'affaire. Il faut savoir retomber à des niveaux bas de, de confort dans la vie. C'est pas pour ça c'est pas pour ça que je m'adresse à vous, mes chers amis, sur Patreon. Et peut-être je la mettrai sur Telegram, celle-ci. Je voulais vous parler de la démocratie en Union européenne. C'est un contresens d'utiliser ces deux mots dans la même phrase. Mais vous avez été quelques-uns à me poser la question de ce que je pensais de l'inéligibilité de la condamnation de Marine Le Pen en France. J'arrive pas à dire RN, je dis toujours FN, mais du rassemblement, de ce parti Rassemblement National. Alors, vous savez, je ne commente très rarement la politique, notamment française, pour deux raisons. La première, c'est que je suis suisse et que donc je ne suis pas légitime pour parler ni même donner mon avis sur la politique d'autres pays, les partis, etc. Et quand bien même je le ferais d'un point de vue de commentaire étranger, ce qui est toujours malvenu et peu euh, ça ne sied pas de se mêler des politiques des autres pays. Mais quand bien même on me forcerait à le faire, je n'aime pas le faire parce que la politique n'a pas de sens lorsque vous êtes en dehors de la démocratie, puisque ça n'a aucun intérêt de parler d'un tel, d'un autre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le système est totalement corrompu et verrouillé, c'est-à-dire que ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un théâtre, et que ce théâtre implique que chacun joue son rôle et que les tenants, les aboutissants sont déjà réglés à l'avance. Et quand il y aurait, parce qu'on met une cosmétique démocratique, avec des élections, avec des référendums parfois, c'est rare, eh bien, quand bien même cette cosmétique amènerait à des dysfonctionnements du point de vue de l'état profond, c'est-à-dire que tout d'un coup, on dit, on répond pas comme le système veut à un référendum, par exemple, ou lorsque un parti ou un individu pourrait accéder au pouvoir et pourrait changer les choses, peut-être, même s'il le fera peut-être pas, eh bien à ce moment-là, on triche sur les manières de compter les votes, donc avec les machines électroniques, avec les systèmes informatiques. On va tricher avec les affaires judiciaires, comme c'est le cas ici, en les exagérant ou en les créant de toutes pièces parfois, voire on peut aller jusqu'à l'interdiction d'un parti, c'est peut-être ce qui arrivera en Allemagne bientôt avec la l'AfD, l'interdiction d'une personne, c'est ce qui est arrivé en Roumanie ces derniers mois, avec l'interdiction, je crois qu'il s'appelle Georgescu, euh, qui qui a été éliminé ou interdit de se représenter alors qu'il était en tête des sondages simplement pour des prétextes complètement inventés et fallacieux, voire, alors c'est le cas de Marine Le Pen, d'avoir exagéré une pratique qui est assez commune et qui, quand bien tel, alors je ne peux pas dire si c'était vrai ou pas, mais admettons que ce soit vrai, qui n'est pas très grave, mais bon, voilà. Alors, je n'aime pas commenter parce que, vous voyez, le jeu est pipé. Donc, qu'est-ce que tu veux commenter un jeu qui est pipé? Ça n'a pas de sens. Les règles changent au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de qui joue. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est bien pour ça que depuis 15 ans où je m'adresse à vous, sous forme de livre ou sous forme de provocation parfois ou d'analyse, j'espère parfois pondérée sur les vidéos qui maintenant, les plus importantes, sont toutes sur Patreon et donc vous êtes sur Patreon et vous voyez cette vidéo, vous le savez, eh bien, je ne commente pas parce que ça sert à rien. Alors je sais, la politique attise les passions, surtout dans un pays comme la France, qui est très politisé par rapport à d'autres pays. Je veux dire, en Italie ou ailleurs, on s'en bat les couilles parce qu'on sait que le jeu est pipé depuis 1945, depuis 1943 en fait. Mais bon, et puis même on pourrait dire depuis avant. Mais voilà, cette illusion, elle est avec nous, elle participe du théâtre, et donc ça n'a pas intérêt. Alors, en revanche, je vais vous dire quelque chose, j'espère, qui serait intéressant. C'est comment on prend le pouvoir
dans un, dans un système qui est pipé, dans un système qui est biaisé, dans un système qui est une triche totale. Alors, il y a plusieurs manières. Alors, bien sûr, il y a le coup d'État, mais une fois qu'on a pris le pouvoir, si cela était encore possible, ce coup d'État, moi je pense qu'il n'est pas possible depuis très longtemps. En tout cas, dans les pays européens, il y a plus, justement, on a désarmé et les forces armées, pour ne plus être capables de faire un coup d'État, elles ne sont pas assez nombreuses, quand bien même un régiment d'élite, c'est-à-dire plusieurs bataillons, plusieurs compagnies prendraient d'assaut les sièges du pouvoir. Il reste les médias, alors on pourrait bloquer les médias, j'avais écrit une nouvelle que j'ai jamais publiée sur l'exemple de comment pourrait se faire un coup d'État dans un pays comme la France. Mais il n'y a pas la masse de soldats pour bloquer. Alors, peut-être que tu te mets de ton côté un escadron de rafales et lorsque les gauchistes descendent dans la rue pour protester contre le coup d'état militaire, tu les napalmes tous sur boulevard Haussmann. Ça, j'avais imaginé la chose. Magnifique. T'imagines deux rafales de suite qui lâchent des canistères de napalm sur 100 000 manifestants qui vont de place de la République à Wouah, tous cramés. Mais ça change rien. Ça fait plaisir à écrire, mais ça change rien, donc ça n'a aucun intérêt même de publier ce genre d'histoire. Et donc, le coup de force pourrait pas tenir, et puis les autres pays à côté interviendraient, comme en 1789, les monarchies sont intervenues en 1793, après l'assassinat du roi. Bref, le coup de force, j'y crois pas beaucoup parce qu'il ne serait pas durable et puis rien ne garantit que un pouvoir pris par la force ne remettrait pas un système qui est pipé, qui est triche, qui serait plein de triche. Alors il y aurait une autre manière de faire, bien sûr, c'est l'approche non violente, l'approche positive. Alors c'est des gens, j'ai interviewé récemment Daniel Borel pour son livre 2024. Vous verrez la vidéo dans quelques semaines, parce que j'ai une cadence de publication pour pas que vous me ayez tout de suite. Parce que j'ai pas le temps de faire des interviews, des rencontres comme ça régulièrement. Donc parfois j'ai des semaines très actives et donc ça me permet de faire 4 ou 5 séries d'interviews que ensuite je vous donne sur le temps pour pas vous submerger par moment et puis ensuite vous laisser sur votre faim pendant d'autres. Alors, cette approche de, comment dire, non violente, elle est d'avoir un objectif politique de changement, bien sûr. Sans ça, on n'a de toute façon aucune inertie, aucun démarrage de mouvement. Et ensuite de faire des grandes marches pacifiques pour imposer un nouveau système de constituante, de tirage au sort, de mise en place de règles et de lois qui reconfigurent comment un État... Alors moi, je suis pour qu'il n'y en ait pas, mais soyons raisonnables, il faut y aller par étapes. Un État beaucoup plus petit, c'est déjà une étape intéressante, vers l'abolition de l'État. Et ces marches constituantes, nombreuses, pacifiques, pourraient, par la force, par leur inertie, par le blocage de l'économie, je crois que Serge Ayoub avait aussi, dans un livre brillant, c'est un garçon très intelligent, qui avait écrit à l'époque un livre qui parlait de la grève générale 2.0, donc à l'époque moderne, qui était extrêmement bien fait. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir d'abord la masse, et puis imaginez que l'État n'utilise pas sa garde prétorienne de mercenaires sous différentes formes, voire d'interventions étrangères, pour littéralement tuer les manifestants. Là, c'est plus si c'est dangereux, ce sera plus des flashballs et des balles en plastique, ce sera de la balle réelle. Et rappelez-vous qu'on a quand même des politiciens, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, comme en Slovaquie, qui se sont fait quasiment assassiner. Il a survécu par miracle, le Premier ministre ou le président slovaque, je crois que c'est un Premier ministre, mais il s'est fait tirer dessus, hein. Donc, parce qu'il voulait pas la guerre en Ukraine, etc. Donc, alors on va me dire, oui, mais s'il y a un massacre, ça soulève la population, et comme ça fut le cas en Inde, lorsque les Britanniques ont tiré par erreur, mais ils l'ont tiré quand même, et ils ont massacré plusieurs centaines d'Indiens qui manifestaient de manière pacifique, eh bien, ça a soudé la population contre eux. Oui, parce qu'il y avait une population qui était soudable. Et il y avait une population indienne qui voulait l'indépendance de l'Inde depuis longtemps et qui était dans une approche de libération nationale, de retrouver un peu une certaine forme de l'Inde pour les Indiens. Et Gandhi avait bien théorisé et bien utilisé ces phénomènes de violence britannique
sur la population. Mais aujourd'hui, tu ferais violence sur une partie de la population, on l'a bien vu pendant les Gilets jaunes, une grande partie de la population soutient la violence et ne soutient pas les Gilets jaunes. Parce qu'il y a des cassures sociales, il y a des cassures ethniques, il y a des cassures culturelles, il y a des cassures religieuses. Et que, je l'imagine bien, si demain, je sais pas, des milices islamiques, au lieu de jouer la carte de travailler pour l'État, ce qui est le scénario le plus probable, étaient dans une optique de déstabilisation de l'État et faisaient des marches musulmanes, islamiques, et qu'elles se feraient réprimer dans le sang par l'État, eh bien vous verriez les gens de droite, les gens qui n'aiment pas l'islam dans leur pays, n'aiment pas cette invasion étrangère, eux ne diraient rien. Vous comprenez? De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez la droite anti-musulman en France ou ailleurs qui soutient Israël parce que les Israéliens tapent sur des musulmans. Il ne faut pas aller chercher plus loin, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de raisonnement politique, c'est basique, c'est l'ennemi de mes ennemis, c'est peut-être pas mon ami, mais je le soutiens. Ou en tout cas, je ne vais pas défendre ses ennemis à lui. Vous voyez, c'est ça, une cassure du diviser pour mieux régner, 60 ans 50 ans de ça, nous a amené dans une situation où il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'homogénéité, il n'y a plus d'unité possible parce que c'est ce qui était recherché et ça a réussi. Donc je ne crois pas à la non-violence parce que elle serait réprimée dans le sang et on peut laisser faire. Moi, je serais un observateur neutre si ça devait arriver, mais je ne participerai pas à des approches non violentes. Je ne participerai pas à des approches violentes non plus, puisque je suis dans ma montagne et que j'observe tout ça de loin avec mes pop-corn que j'ai stockés. Ensuite, il y a l'approche, à mon avis, l'approche la plus capable de réussir. Et avant cela, je dois vous dire en fait une petite anecdote. C'est pas une anecdote, je vais vous donner mon avis quand même sur l'histoire de Marine Le Pen. J'aurais dû le dire au début, mais je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Je pose la question, où était Marine Le Pen et le Rassemblement national lorsqu'il y a eu le Covid, lorsqu'il y a eu les confinements? A-t-elle, ce parti et elle, ont-ils protégé la population? Ont-ils demandé plus de liberté? Je vous pose la question, amis français. Est-ce qu'ils ont lutté contre l'immigration depuis qu'ils sont le deuxième ou le premier parti de France? Où sont-ils allés? En Guadeloupe, dans les Comores, soutenir les constituants, on va dire, non européens de la France? Est-ce que c'est un parti qui a des gens compétents pour leur intelligence, pour leur probité, pour leurs mœurs, ou donc leur crédibilité? Ou est-ce un parti opportuniste, tout ça? Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai mon idée. Et donc, je pose la question, est-ce que c'est un parti qui est pour vous? Mais la raison la plus importante, peut-être à réfléchir, c'est leur tentative de se dédiaboliser, c'est-à-dire de rentrer dans le moule, c'est-à-dire de devenir comme les autres. Si elle avait réussi, finalement, aurait transformé ce parti comme un autre parti, c'est-à-dire quelque chose qui ne changerait rien. Et donc, ça ne sert à rien de se dédiaboliser. Et on voit que ça ne marche pas, puisque le système est malgré tout contre elle. Alors la question va se poser, c'est qui est le système? Quel est ce mélange abominable, cette abomination entre le gauchisme et les oligarques? Et qui sont ces oligarques? Et pour qui roulent-ils? Eux-mêmes ou d'autres? Enfin, roulent-ils pour eux-mêmes ou roulent-ils pour d'autres forces en présence? C'est évidemment protéiforme, c'est évidemment multifacette. Mais voilà, donc moi je tiens aussi à poser la question, c'est est-ce qu'il faut soutenir des gens qui sont au mieux opportunistes et au pire qui s'en foutent parce qu'ils veulent juste aller à la gamelle? Je pourrais dire la même critique sur plein d'autres partis en Europe, je ne veux pas m'acharner sur le RN. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui lui sont sympathisants, mon objectif n'est pas de vous heurter ni de créer Mais voilà, si on me pose la question, moi je vous dis, méfiance. De toute façon, c'est plié. De toute façon, le jeu est pipé, donc que tu crois qu'il soit sincère ou pas, ça n'a aucune importance. Il n'y aura jamais de pouvoir de ce parti-là, ou alors on lui donnera le pouvoir le jour où il sera inoffensif et le jour où on voudra le planter. Parce que, voilà, on dit, bah tiens, voilà la patate chaude, tu te casses, et c'est là où ce sera la guerre. Guerre civile ou le massacre ou autre. Alors, comment on prend le pouvoir? Autre que ces deux méthodes que je viens de dire. Il y en a sans doute plus.
Moi, le modèle que j'ai toujours trouvé très intéressant à étudier, c'est le modèle de l'Irlande. L'Irlande, c'est un pays qui a été colonisé et occupé par les Britanniques, le Royaume-Uni, pendant plusieurs siècles, parfois avec des brutalités inouïes. Relisez ce qu'a fait l'armée de Cromwell lorsque l'Irlande a tenté de se libérer, de retrouver son indépendance au XVIe siècle, profitant de la guerre civile anglaise. Ça a été d'une brutalité atroce, qui n'a rien envié aux certaines guerres de nos jours, du siècle dernier et d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez dans cette Irlande qui a... D'abord, il faut une idée. L'idée, c'est on est un peuple, on veut être souverain chez nous et on veut se libérer de l'occupation étrangère. Cette idée simple pourrait s'appliquer aujourd'hui à la plupart des pays européens en disant nous sommes un peuple européen, donc ça peut être les Français, ça peut être les Anglais, ça peut être les Écossais, ça peut être les Espagnols, bon, ça peut être les Hollandais, les Belges. Faut-il encore définir ce qu'est ce peuple? Mais imaginons que vous ayez une bonne définition et que vous le sentiez très bien. Et que ce ne sont pas... nous sommes pour... Un peuple, c'est quelqu'un qui suit des valeurs, les valeurs de la République. Non, 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 un peuple, c'est ethnique. Faut pas déconner. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, ce peuple, une fois qu'il y a cette idée de libération nationale, c'est une idée simple. C'est une idée qui... Il n'y a pas besoin d'écrire... Ça tient en un paragraphe. Il n'y a pas besoin d'avoir des pages et des pages de définition de qu'est-ce qu'on veut. On veut se libérer, on veut être souverain. Point. Maintenant, tu structures cette idée qui peut être omniprésente et qui est extrêmement radicale au sens premier du terme, c'est une racine simple. Cette idée, tu peux très bien la décliner en disant nous voulons être souverains et donc nous ne donnerons notre vote et nous ne soutiendrons que ceux qui veulent une vraie souveraineté. Pas une souveraineté au sein d'une union monétaire, pas une souveraineté au sein d'une union politique. C'est quelque chose de simple. Nous sommes un peuple. Nous voulons notre nation, nous sommes une nation, donc un peuple, un pays, un territoire, et qu'il soit indépendant. Et évidemment, ça implique une monnaie, une armée, une défense, une frontière, etc., etc., que nous pourrons faire par nous-mêmes s'il est nécessaire. Mais ensuite, cette idée simple, tu la déclines par des actions qui vont t'amener à son aboutissement. Et ces actions, elles peuvent être au quotidien, c'est-à-dire ça peut être chaque personne qui se sent partie de cette nation et de ce peuple peut saboter, empêcher de faire, subvertir, faire du contre-jeu, de l'anti-jeu sur énormément de choses au quotidien, de toutes les administrations. Chaque fois que tu vois une administration, tu utilises les toilettes, tu utilises les bouches. Ça peut commencer par des choses très simples. Chaque fois que tu vois une voiture de flic qui représente la chose, tu fais ce qu'il faut faire. Enfin, moi, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je prends un exemple théorique. Donc, tu fais de la... Voilà, à l'époque, les Irlandais, ils empoisonnaient les chevaux, ils cassaient les essieux des calèches, des Britanniques, de leurs armées. Plus tard, quand ça a été une guerre un peu plus chaude, eh ben, c'était une guerre armée, etc. Mais avant d'aller plus loin, ça demande de la structure. Et cette structure, elle nécessite trois grandes organisations qui agissent à l'unisson parce qu'elles savent quel est l'objectif, sans aucun contact entre elles. En tout cas, aucun contact officiel, aucun contact physique, aucun contact qui puisse être visible ou qui puisse être tracé. Très important, ça. Et ces trois organisations, elles se subdivisent de la manière suivante. Vous avez une organisation politique qui fédère les gens et qui est irréprochable, c'est-à-dire qu'elle respecte toutes les lois, mais elle n'abuse pas. Je veux dire, si les toilettes sont payantes et qu'il faut payer 1 euro pour aller pisser dans le Parlement, tu payes tes 1 euro pour aller pisser au Parlement. Tu respectes toutes les règles. Ce sont des gens qui doivent être totalement blancs, parce qu'ils, même avec leur innocence la plus totale, ils vont être attaqués par le système, ils vont même être mis en prison, ils vont même être mais ils doivent être totalement blancs. Ça doit être les chevaliers blancs, ça doit être des gens genre puceaux extrêmes, ils vont pas dans les trucs de Epstein, ils vont pas dans les organisations, ils vont rien, ils ont une vie de famille irréprochable, ils ont jamais triché sur le moindre truc, malheureusement ils payent leurs impôts, ils suivent toutes les règles, pas un seul excès de vitesse. Ça doit être des gens, mais je dis pas qu'ils soient des gens totalement sans relief. Ça peut être des gens charismatiques, c'est même mieux. Mais ce système politique, ça doit être des gens intelligents, presque des moines, presque des gens dévoués à la cause, mais d'une manière totalement pacifique et totalement légale. Ça, c'est la branche politique. C'est la branche qui dit
nous voulons être élus, nous voulons arriver au pouvoir pour créer, pour donner la liberté à notre peuple et toutes les conséquences qui viendront avec. Et pour cela, nous devons être intouchables, ou le moins touchables possible, et totalement non violents. Et nous ne sommes pas au courant de ce que vont faire la deuxième et la troisième branche du système. La deuxième branche du système, c'est la branche propagande et subversion. Ça, c'est quelque chose que les communistes ou les socialistes, et certainement Lénine en avait beaucoup parlé, qui sont capables de faire de l'agite-propre, qui sont capables d'organiser des événements de subversion. Alors ça reste politique, ça ne reste pas, ce n'est pas physique, ce n'est pas violent. Ce sont des affiches, ce sont des affiches sauvages, des affiches violentes, radicales, parfois même contraires à la loi, avec du racisme, des trucs comme ça. Dans le cadre d'une opération de libération nationale, dire que les non-nationaux n'ont rien à faire dans votre pays, c'est peut-être raciste au regard de la loi, rien à battre, mais c'est quelque chose que tu peux faire. Et donc cette subversion, elle peut avoir lieu, elle peut toucher les écoles, elle peut toucher par des flyers, elle peut toucher par des œuvres d'art, de la culture. C'est quelque chose que fait Casapa en Italie. Ils font beaucoup d'agitation métapolitique par l'art, par la culture, par des activités, par des happenings, comme on dit en anglais, culturels. Et cette organisation n'a aucun, je dis bien aucun contact avec l'organisation politique. Alors évidemment, ils vont vers le même but, mais ces deux organisations n'ont aucun lien. Et donc on ne peut pas, on peut les lier idéologiquement, mais jamais vous trouverez la photo d'un dirigeant de l'organisation politique avec un mec de l'agit-prop qui fait un salut nazi, par exemple. C'est ce truc débile. On a des photos comme ça, malheureusement, en France, de Marine Le Pen avec des gens qui depuis... Alors oui, on les a exclus, nanana, nanana, mais la photo est là. Erreur, erreur, erreur. D'ailleurs, je crois que le Rassemblement national n'a rien à voir avec le nazisme. Et c'est bien normal. Mais... Et tout mouvement de libération nationale ne devrait pas avoir un rapport avec ces idées débiles du XXe siècle. Et donc vous avez cette organisation débile et surtout contre-productive. Cette organisation de subversion et de propagande politique, elle doit être auto-organisée, elle doit travailler avec des groupes étudiants, enfin elle s'organise comme elle veut, et parce qu'elle n'est pas totalement dans l'illégalité, bah, si elle se fait choper, bah ok, les renseignements peuvent l'infiltrer, ils ont des noms, mais bon, c'est de la propagande, c'est pas, on va pas assassiner des gens, tu vois ce que je veux dire. Et ça, en Irlande, ça a fonctionné pendant des siècles, ça aussi. Donc il y avait un bureau politique qui se faisait attraper, qui finissait en prison, hein, souvent, puis moins au XXe siècle, d'ailleurs ils ont eu leur indépendance en 1923, parce qu'ils ont négocié. La partie politique est capable de négocier avec le pouvoir ennemi, elle est capable de négocier avec les forces d'occupation, parce qu'elle dit, écoutez, si vous voulez obtenir quelque chose de nous, les Irlandais, ça a été, on participe à l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale, en échange, vous nous donnez votre indépendance. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de compromis, et il y a eu beaucoup de... Alors il y a eu malheureusement dans la libération irlandaise des conflits internes, il y a eu... des militants qui étaient plus pour une approche violente, qui se sont fait dessouder par ceux qui étaient plus dans une approche pacifique, vous voyez, le paradoxe. Mais je ne dis pas que c'était parfait. Mais l'idée, c'est de séparer ces opérations. Et puis il y a la troisième partie que, évidemment, je dénigre et que je n'encourage absolument pas, que je ne veux que personne fasse, mais qui est une réalité historique. C'est la troisième partie, c'est la partie terroriste. Et la partie terroriste, là aussi, alors elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle a zéro contact avec les autres parties, avec la partie propagande et subversion, et elle a zéro contact avec la partie politique. Mais zéro, quand je dis zéro, c'est zéro. C'est ni tes cousins, ni tes... Zéro. Et elle, en revanche, elle est totalement hors la loi. Elle est totalement dans l'approche violente. Elle est totalement... Allez, deuxième caractéristique, ça c'est quelque chose que les Algériens ont été très très forts lorsque ils ont organisé leur campagne de terrorisme pour leur libération nationale, et je leur souhaite le... Évidemment, je ne peux que... Si j'avais été dans les années 50, vivant dans les années 50 et 60, j'aurais évidemment souhaité, et je souhaite toujours, une indépendance la plus totale et la plus grande pour une Algérie libre et indépendante. Et donc, cette organisation terroriste, elle, en revanche, elle est contraire à la loi, donc je ne peux pas la soutenir, je ne peux pas, en plus, je ne peux pas appeler à la violence. Non, non, moi je suis pour les bisous, la bienveillance, l'amour. Et donc,
cette organisation, elle a une deuxième particularité. Sa deuxième particularité, c'est qu'il n'y a jamais plus que 3 personnes qui se connaissent. Ça, c'était une excellente organisation du FLN algérien, qui probablement a été apprise par d'autres organisations qui ont fait pareil, mais peu importe, c'est très, très efficace. C'est-à-dire que vous chopez une personne, vous la torturez à mort, elle ne pourra vous donner que 2 noms. Et comme on apprend aux gens à ne pas à tenir sous la torture, ça donne à peu près 12 heures, 24 heures pour que ces 2 personnes se barrent. Et cette personne, si vous en attrapez une autre, elle pourra vous donner que 2 noms. Mais il n'y a jamais une personne qui a un réseau de 20 personnes. Parce que si vous la chopez elle va vous donner 20 personnes, qui elles-mêmes auront peut-être 10 personnes chacune. Non, 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 non. 3, maximum. 3. Pourquoi 3? Parce qu'il faut qu'il y en ait une qui a un contact avec un réseau au-dessus, une qui a un contact avec un réseau au-dessous, et une qui ait des compétences pour faire les choses. Donc, vous avez une organisation qui, certes, pourrait se démonter, mais c'est très très lent, et qui, certes, pourrait être infiltrée, mais tu n'arrives jamais à infiltrer plus. Si tu infiltres une cellule, au pire, tu connais 2 personnes. Et pas de bol, si tu as 2 personnes qui infiltrent la même cellule, bah, tu n'auras qu'un seul nom. Et donc, évidemment, il y a le secret total. Les personnes ne donnent jamais le nom de ceux qui se connaissent au-dessus, donc les 2 autres contacts qu'ils ont. Et celui qui trahit, celui qui donne le nom, arkoum, zigouillé, parce que c'est de la traîtrise. Que fait cette partie terroriste? Eh bien, l'histoire nous le montre. Bombes, terrorisme contre la population, parfois civile. Alors c'est malheureux, moi je trouve que c'est pas bon. En revanche, ça peut être plus constructif, comme par exemple l'assassinat des rouages de l'État, comme par exemple les politiciens, les juges, les journalistes. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est du terrorisme. Et le terrorisme crée la terreur, et la terreur, c'est de la peur. Et la peur fait que le journaliste qui sait que s'il écrit un article contre le mouvement politique, qui n'a aucun contact avec les terroristes, ni avec la propagande, et qui dit « Ah, c'est pas bien d'avoir fait... c'est pas bien les idées du mouvement de libération du pays. » Eh bien, ce journaliste, le lendemain, on le retrouve pendu. Mais c'est pas les politiques qui l'ont fait. Regardez, ça fait une image, là. Terroristes. Je vais la faire pour la vignette. Est-ce que j'ai une deuxième main? Non. Comme ça. Nosferatu. Bon, bref, plus sérieusement. Donc, vous voyez le truc. Journaliste, donc ça, c'est les rouages, les politiciens, les juges, les journalistes. Le juge qui dit non, mais lui, il est étranger, c'est bon, il peut. Stage de poney, il a juste violé 20 personnes, c'est pas grave. Le juge, le lendemain, tu le retrouves avec un sourire qui va d'une oreille à l'autre. Lui et sa famille. Et les poissons rouges, et les chiens. Et puis les oligarques. Tu trouves la voiture de l'oligarque, lui et son escorte de garde du corps, qui a été envoyée par orbite parce qu'ils ont plastiqué, comme ils ont fait pour le juge Falcone ou était-ce Borsellino, l'un des deux, sur l'autoroute de Palerme, qui se retrouve en orbite parce qu'il y a eu une tonne d'explosifs qui a été mise sur l'autoroute. Enfin bon, grand feu d'artifice. Encore une fois, moi je dis qu'il ne faut pas le faire. Non, 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 non. Mais ça existe, et ça a existé. Et donc cette approche terroriste crée une vraie pression, crée un stress, mais ça peut être des trucs anodins, comme aller couper les câbles électriques, faire tomber les pylônes. Moi, dans ma tête, j'ai une liste, mais évidemment, je ne la partage pas, je la donne jamais, mais parce que c'est mon rôle d'écrivain de faire des trucs. Mais t'imagines les gens qui vont... Alors ça, c'était un truc que les islamiques en Europe préparent et probablement ont comme plan, mais on le sait parce que ça a été publié. Il y a un journal de djihad islamique qu'on retrouve en ligne, qui est publié tous les mois et qui est formidable, avec plein d'idées de terrorisme dedans. Alors après, on ne sait pas si c'est vraiment les islamistes ou si c'est la CIA qui le publie. Mais enfin, par exemple, une des idées, c'est que tu vas choper en tant qu'entreprise des travaux publics la liste de tous les endroits où il y a des fibres optiques, etc. Tu rentres dedans, tu as une clé universelle, pouf, tu rentres, tu pètes la fibre optique. T'attends. Le réparateur qui arrive, tu le fumes. Les flics qui arrivent, qui viennent pour voir pourquoi et comment et enquêter sur le fumage du réparateur de la fibre optique, bah juste à côté, tu as une voiture remplie d'explosifs et de boulons qui explosent. C'est horrible. Et s'imaginer ce stress sur un des pays qui sont déjà exsangues, qui sont déjà aujourd'hui totalement débordés par la dette, par l'incapacité de payer les salaires, etc., tu sabotes tout. Alors, là, c'est l'approche méchante. L'approche, donc vous avez 4 niveaux. Vous avez la population qui a une idée, qui fait du contre-jeu, qui abuse et qui a une approche pacifique et de résistance civile,
qui va saboter tous les systèmes bureaucratiques, faire des formulaires, faire perdre du temps, etc. Il y a une approche politique qui chapeaute, sans chapeauter parce qu'elle n'a aucun contact, qui dit ben non, nous, voilà ce qu'on veut comme objectif politique, et qui ne se déradicalise pas, qui ne se dédiabolise pas, qui dit voilà ce qu'on veut. C'est clair, c'est simple. Il y a une autre branche sans aucun contact qui fait de la subversion politique, et une branche, si nécessaire, alors moi je dis que c'est mal, il faut pas, c'est pas bien, qui, elle, est dans la violence la plus violente et pure et extrême, sans aucun contact. Pourquoi c'est la violence, elle fonctionne pour les Irlandais, elle fonctionne pour les Algériens, elle fonctionne pour tous les systèmes de libération. Alors après, la répression de l'État, elle peut se faire sur tout le monde. Mais en l'occurrence, ça reste encore la majorité de la population. Et plus il y aura de la répression, et c'est ça ce que cherchent les terroristes, plus il y a de la radicalisation de l'ensemble de la population et soutien aux terroristes. Donc, vous voyez le truc. Et c'est comme ça que ça s'organise. Alors, c'est pas moi qui ai ces idées. Moi, je vous les partage juste maintenant. J'ai lu des bouquins là-dessus, sur la guérilla et même la contre-guérilla, donc on comprend comment ça fonctionne. Et simplement, il y a des règles qui font que ça marche pas. Alors évidemment, pour revenir et pour conclure, si votre mouvement politique il est là juste pour aller à la gamelle, mais évidemment, tout ça, ça n'a aucun sens. Que tout ça, non, si tu veux aller à la gamelle, tu dis juste je suis pas d'accord, mais votez pour moi et vous verrez, je vais changer les trucs, et puis tu changes rien. Et même avec ça, on va te foutre l'inéligibilité, voire en tôle. Donc, tu changes pas un système en utilisant les règles du jeu du système. Déjà, c'est incroyable qu'on puisse être sur YouTube, qui fait partie du système et qui fait partie pour faire ce genre de vidéo. Mais encore une fois, moi, je répète, je n'incite pas à la violence. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je décris simplement le modèle qui peut fonctionner. Maintenant, moi, je suis bien dans mes montagnes. Je mange mon popcorn. D'ailleurs, je mange pas de popcorn. Je continue à maigrir et à me remettre en forme. C'est un processus long, mais ça marche bien. Bref, donc voilà mon commentaire, et puis vous en faites ce que vous voulez. Préparez-vous.